Le cours de ce jour portera sur la leishmaniose viscérale de l'enfant. C'est une parasitose fréquente et grave en l'absence de traitement. La leishmaniose est définie comme une anthropozoonose, l'agent pathogène de la leishmaniose commune à l'homme et à certains animaux du genre Leishmania indépendante qui sévit surtout sur les le bassin leishmanies méditerranéen, transmises par un insecte, les le protozoaires flébotome. flagellés On sont de distingue la famille des leishmanosomidae leishmanosomidae parasitant parasitant le sang et la leishmaniose système réticulo-ischiocytaire. Ces protozoaires flagellés sont sous deux formes. La forme promasticote, elle est présente dans le tube digestif du phlébodome, et la forme amasticote, présente chez l'hôte vertébré, c'est-à-dire l'homme et l'animal réservoir. Le vecteur est un phlébotome qui sévit dans les zones tropicales et tempérées et chaudes. Il est du genre Phlebotomus perniciosus. Seule la femelle est hématogène. Le réservoir est représenté par le chien ou le chacal. L'homme est une impasse parasitaire, c'est-à-dire qu'il contracte la maladie, mais n'a aucun rôle dans sa transmission. En ce qui concerne le cycle parasitaire, tout commence par la piqûre sur la peau du phlébotome, qui est sous sa forme promasticote et qui va être transformé, c'est-à-dire phagocyté, par les macrophages du système réticulo-endothélial en forme amasticote, vu sa grande affinité pour le système réticulo-endothélial. Et c'est lors d'un deuxième repas sanguin qu'il y a ingestion par le phlébotome sous sa forme amasticote, puis celui-ci va se retransformer dans son tube digestif en forme promasticote et le cycle va ainsi recommencer. Schématiquement, nous allons revoir le cycle du parasite. Nous voyons que le vecteur, c'est le phlébotome qui va piquer l'homme, qui lui est une impasse parasitaire, c'est-à-dire qui ne transmet pas la maladie, et c'est le chien ou le chacal qui est le réservoir. La leishmaniose cutanée, on la trouve surtout à Biskra, c'est pour ça qu'elle a été appelée clou de Biskra. L'agent pathogène, c'est un parasite. En Algérie, le genre c'est Leishmania tropica major. Le vecteur, c'est un phlébotome du genre Phlebotomus papatasi. Sa pullulation se fait au printemps ou à la fin de l'été. Et là, le réservoir, c'est les rongeurs. En ce qui concerne l'épidémiologie de la leishmaniose viscérale, il y a 5 foyers de leishmaniose viscérale dans le monde. Sa répartition est ainsi faite. C'est surtout le foyer indien, méditerranéen, chinois, américain et africain. Selon les estimations de l'OMS, chaque année, il y a entre 50 000 à 90 000 nouveaux cas de leishmaniose viscérale et le nombre de décès n'est pas négligeable. Il est entre 20 000 à 30 000 par an. Toujours selon les données de l'OMS, de 2015 à 2016, 200 918 nouveaux cas de leishmaniose viscérale ont été décrits avec 22 233 nouveaux cas. Il existe 3 foyers éco-épidémiologiques de la leishmaniose viscérale. Ils sont au niveau de l'Afrique de l'Est, du sous-continent indien, du Brésil, et 90% des cas mondiaux de leishmaniose viscérale sont représentés par 7 pays: le Brésil, l'Inde, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Pour ce qui est de l'Algérie,
La découverte du parasite a eu lieu en 1900 par Sir William Leishman, mais c'est en 1911 que le maire décrit le premier cas en Algérie. La leishmaniose viscérale affecte surtout le nord du pays, les zones humides et subhumides. Les anciens foyers sont Tizi Ouzou, Constantine, Jigelmi, Laboumerdes et Médéa, mais on décrit actuellement de nouveaux foyers à l'est, au centre, à l'ouest et de nombreux cas dans les régions semi-arides et arides, c'est-à-dire dans le Hogar et le Tassili. En ce qui concerne la leishmaniose cutanée en Algérie, les anciens foyers c'était surtout Biskra et Abadla, mais actuellement on a une extension vers le nord, les hauts plateaux avec des épidémies. En 82 à Amsila, en 85 à Ksar. Les nouveaux foyers sont dans le sud, à l'ouest des Gardaya, Béchar et Larouat, et au nord, Batna, Médéa, Tiaret et Borj-Bouaririch. En ce qui concerne le diagnostic positif, on va voir la clinique. La maladie se présente chez l'enfant surtout entre l'âge de 1 à 4 ans. Il y a d'abord un chancre d'inoculation qui peut être fugace, vésiculeux, papuleux. L'incubation, elle est longue, entre 6 semaines à 6 mois jusqu'à 1 an. Le début, lui, il peut être soit insidieux et progressif, soit brutal. Le début insidieux commence par une fièvre, surtout vespérale, avec une altération de l'état général, asthénie, anorexie, amaigrissement, une pâleur avec des troubles du comportement et une augmentation du volume de l'abdomen. Quand ce début est brutal, il s'annonce par une fièvre élevée à 40 ou plus. À la phase d'état, le tableau est caractérisé par la triade fièvre, pâleur, splénomégalie, avec parfois des signes fonctionnels, une dyspnée d'effort qui peut être due à l'anémie et des troubles digestifs. Les signes généraux sont la fièvre, qui est un signe majeur. Elle est au long cours, elle est rebelle à tout traitement, elle est irrégulière, c'est pour ça qu'on l'appelle la fièvre folle. Il y a une altération de l'état général, la pâleur devient intense, l'abdomen devient encore plus distendu, contrastant avec des membres grêles et amaigris. À la phase d'état, la splénomégalie, le développement progressif, va augmenter de taille en fonction de l'évolution. Elle est modérée au début, elle devient considérable, allant jusqu'à la fosse iliaque gauche. Ce sont les plus grosses rates infantiles que l'on décrit. Avec la splénomégalie, il y a une hépatomégalie. Les adénopathies sont plus tardives et d'autres signes peuvent apparaître, notamment un purpura péticial et échymotique, des épistaxis, des gingivorragies dues à la thrombopénie. On peut avoir un ictère, une surinfection pulmonaire avec une pneumopathie interstitielle ou alors une association avec un syndrome œdémateux ou une lame d'acide. Quels sont les examens paracliniques pour s'aider pour le diagnostic positif? On va faire une formule numération sanguine qui va nous montrer une pancytopénie habituellement avec une anémie, une leucopénie et une thrombopénie. On va faire également une électrophorèse des protides qui va nous montrer des anomalies protidiques avec notamment une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre, avec une hyperglobulinémie polyclonale qui va surtout porter sur les IgG. Et pour les autres examens, on va trouver un syndrome inflammatoire avec une vitesse de sédimentation accélérée. On peut parfois avoir aussi un test de Coombs positif. Excuse-moi. La preuve parasitologique est très importante pour le diagnostic. Elle va
elle va se faire au niveau, la preuve parasitologique va se faire au niveau par un frottis de la moelle osseuse. Ce frottis de la moelle osseuse, c'est la pierre angulaire du diagnostic. Il va nous permettre de rechercher les leishmanies dans les cellules du système réticulo-ischiocytaire. Les autres sites de recherche qui sont moins réalisés en pratique, c'est le frottis du suc splénique, mais il est rarement réalisé parce qu'il y a un risque hémorragique et un risque de rupture de rate. On peut faire une ponction biopsie du foie, des ganglions lymphatiques périphériques ou une biopsie jéjunale. Avec la preuve parasitologique de l'infection, il faut avoir aussi un diagnostic immunologique grâce à la recherche d'anticorps circulants qui va se faire par la réaction d'immunofluorescence indirecte par la technique ELISA. Les résultats, la sérologie est positive à partir de 1/80e. Cette sérologie est positive dans plus de 90% des cas. En résumé, comment poser le diagnostic positif de leishmaniose viscérale chez l'enfant? C'est par la clinique, la mise en évidence du parasite dans la moelle et la sérologie qui vont nous permettre un diagnostic certain. Ce diagnostic repose sur l'anamnèse. On va s'aider si l'enfant vient d'une zone d'endémie, sur la clinique avec la triade fièvre, pâleur, splénomégalie, sur la biologie où on va retrouver une pancytopénie, un syndrome inflammatoire et une dysprotéinémie, et avec la preuve parasitaire au niveau du frottis de moelle et une sérologie positive. Le diagnostic différentiel va se faire devant une fièvre prolongée avec splénomégalie. Il s'agit de faire un diagnostic différentiel avec une fièvre typhoïde, une brucellose, un paludisme ou alors des hémopathies malignes que l'on découvre actuellement plus fréquemment chez l'enfant, notamment les leucémies aiguës, les lymphomes, les réticuloses malignes. Devant une splénomégalie avec ou sans ictère, il faudra penser aux anémies hémolytiques constitutionnelles, à une maladie de surcharge, notamment la maladie de Gaucher, une cirrhose avec une hypertension portale. On décrit également des formes apyrétiques. La fièvre peut manquer au tableau chez l'enfant cachectique, mais la splénomégalie est constante chez l'enfant. On a décrit également des formes ictériques, des formes digestives et des formes œdémateuses dues à l'hypoalbuminémie et à la malnutrition. Nous avons également d'autres formes symptomatiques, notamment des formes rénales, glomérulaires ou tubulaires, traduisant une glomérulopathie à complexe immun. Nous pouvons avoir également des formes ganglionnaires pures, des formes avec atteinte oculaire, des formes hémorragiques, des formes respiratoires avec pneumopathie ou des formes ORL avec laryngite. Des formes selon le terrain. Chez l'immunodéprimé en Afrique, la leishmaniose peut être associée au sida. On peut avoir aussi un calazar congénital par transmission transplacentaire, mais ceci est extrêmement rare. Nous passons au volet traitement. Quelles sont les armes thérapeutiques? Le traitement spécifique est constitué en grande partie par les dérivés de l'antimoine, c'est-à-dire le glucantime. Il se présente sous la forme d'ampoules injectables de 1,5 g. La posologie est de 20 mg par kilo, répartie en 2 injections intramusculaires, soit 0,23 à 0,24 ml par kilo par jour de glucantime, sans dépasser 10 ml. La dose totale, elle est donnée dès le premier jour, c'est-à-dire 20 mg par kilo et par jour, en 2 injections à 12 heures d'intervalle.
La durée du traitement donné par l'OMS est de 20 jours. Quels sont les incidents et accidents sous glucantime? Ce sont des incidents qu'on appelle stibio-intolérance. Les manifestations sont précoces et elles imposent l'arrêt du traitement car il y a risque de décès. C'est la fièvre, les frissons, les céphalées, les arthralgies, les myalgies, une éruption cutanée, une anorexie avec des vomissements, des diarrhées avec hémorragie. Donc, à la fin du traitement ou de façon plus tardive, on peut avoir des signes de stibio-intoxication. Il s'agit là d'erreurs de posologie ou d'un dosage qui est trop élevé. Aux signes d'intoxication s'associe une atteinte hépatique rénale myocardique, hématologique et notamment aussi une polynéphrite. Les contre-indications, ce sont l'insuffisance cardiaque, rénale, hépatique ou une tuberculose pulmonaire. Quand il y a une résistance au traitement par le glucantime, on peut passer au diamidine, c'est-à-dire l'pentamidine ou l'omidine, qui se présente en ampoule de 3 ml dosée à 120 mg. La posologie est de 4 mg par kilo à raison de 3 injections intramusculaires par semaine. Il faut un repos au lit après l'injection car il y a risque d'hypotension. La durée du traitement est au minimum de 5 semaines en fonction de l'évolution et de la tolérance de ce traitement. Il y a de nombreux incidents et accidents, notamment localement, il y a des indurations avec abcès septique au point d'injection. Il peut y avoir des troubles digestifs avec nausées, vomissements, douleurs abdominales ou des incidents plus généraux, c'est-à-dire une hypotension, une atteinte hépatique, rénale et des hypoglycémies qui peut être suivie par un diabète définitif dû à une atteinte pancréatique. Les autres temps thérapeutiques sont représentés par l'amphotericine B, mais celle-ci est toxique et moins efficace. Actuellement, la thérapeutique de choix est représentée par l'ambisome. Avec le traitement spécifique, il faut également faire un traitement symptomatique, notamment quand l'enfant a une forte anémie. Il faut faire une transfusion sanguine avec du sang frais par culot ou globulaire. Il faut faire un apport nutritionnel adapté et un traitement de la malnutrition éventuellement avec une supplémentation vitaminique, électrolytique, un régime hyperprotidique, hypercalorique. En cas de surinfection, entamer une antibiothérapie. La corticothérapie est rare, elle est limitée aux formes hémorragiques à raison de 1 mg par kilo et par 24 heures pour quelques jours. La splénectomie, elle, n'est réalisée que quand la rate reste grosse, car celle-ci peut renfermer des gîtes qui sont peu accessibles au traitement. Alors le schéma thérapeutique consiste à faire une injection quotidienne de 20 mg par kilo et par jour d'antimoine pentavalent en 2 injections. Il faut faire le médulogramme au 15e jour de traitement pour confirmer la stérilité de la moelle et l'efficacité du traitement. La surveillance du traitement est à la fois clinique et biologique. Cliniquement, on va surveiller les constantes vitales, la courbe thermique, on va faire un calcul de la splénomégalie, on va surveiller surtout les signes de stibio-intolérance et de stibio-intoxication. Du point de vue biologique, on va faire une formule et une VS une fois par semaine, on va faire un bilan hépatique, rénal et d'hémostase, on va faire un frottis médulaire à la fin de la cure, et également un ECG avec une échocardiographie selon les données de la surveillance et refaire une sérologie. L'évolution sous traitement dans les cas favorables qui sont les plus fréquents, car il y a des possibilités de rechute.
On doit retrouver un retour à la pyrexie en quelques jours. C'est le premier signe à se normaliser. La chute de la fièvre constitue un test diagnostique. On va avoir également une disparition progressive de la splénomégalie sur plusieurs semaines, voire sur 6 mois, une brusque réticulose sanguine, une disparition rapide des parasites, une normalisation plus lente de l'hémogramme et de l'électrophorèse des protides sur 2 à 6 mois. Nous avons des critères de guérison. La guérison complète est en général la règle, avec disparition des signes cliniques, normalisation plus lente des anomalies biologiques, régression des critères spécifiques, avec une disparition du parasite, une disparition rapide des anticorps dans les mois suivant la guérison clinique. La surveillance ultérieure va se faire chez les enfants tous les 6 mois pendant 2 à 3 ans. En ce qui concerne le pronostic en l'absence de traitement, c'est la mort qui est pratiquement constante dans un état cachectique en quelques mois, ou 1 ou 2 ans. Sous traitement, on assiste à une guérison dans plus de 95% des cas. On écrit des échecs dans 2 à 5% au niveau du Maghreb. Les séquelles graves, c'est surtout l'hypersplénisme. Ces séquelles peuvent être bénignes. On a décrit des discrètes splénomégalies résiduelles, des anémies avec neutropénie modérée, une hyperglobulinémie qui peut durer plusieurs années. En ce qui concerne le traitement préventif, il consiste à faire la prévention individuelle. Elle est difficile car les moustiques traversent les mailles des moustiquaires usuels et les répulsifs n'ont qu'une action passagère. Les réservoirs sauvages sont impossibles pratiquement à atteindre et le traitement des chiens malades est peu efficace. Tandis que la suppression des gîtes larvaires par les insecticides est difficile à réaliser pour faire disparaître les phlébotomes. Et pour finir, en conclusion, la leishmaniose viscérale en Algérie reste fréquente, sévissant par endémie et grave. L'évolution spontanée est souvent mortelle. Une prise en charge précoce permet en règle la guérison. Le meilleur traitement reste la prévention.